Bonsoir tout le monde. Alors ce soir on va parler d'une interview de Ruffin dans l'Alternative économique que j'ai trouvé assez intéressante et notamment particulièrement ce passage où il explique ça. Alors pourquoi je parle de Ruffin? C'est parce que récemment il y a eu des histoires sur la notion de travail à gauche entre lui et Roussel qui se faisait un peu la bagarre avec des notions très très différentes de ce que c'est que le travail. Donc autant je trouve la version de Roussel plutôt osef, autant je trouve que Ruffin dit des trucs assez intéressants et je vous incite à regarder ce qu'il raconte de près. Et notamment ce passage où en fait il parle du fait que les populations des anciennes zones industrielles, qui sont souvent décrites comme fondamentalement réactionnaires, racistes, etc., bah, en fait le problème de ce genre d'image, c'est que quand on commence à essentialiser un groupe, une population, on commence à arrêter de réfléchir. Ce faisant, bah, si c'est naturel, on peut rien y faire. Et du coup, en fait, on arrive au truc assez classique. Imaginons qu'on arrive à une société parfaite et idéale. On en fait quoi? Des gens qui sont toujours racistes, sexistes, xénophobes, etc. Si on ne veut pas leur parler, si on ne veut rien faire avec eux, on en fait quoi? On les met dans des camps? Du coup, pour moi, il est essentiel de comprendre comment et pourquoi cette image s'est construite et surtout qui elle sert. Parce que, en fait, le PS qui abandonne dans les années 80 et la gauche en général ces populations-là avec la désindustrialisation, la mondialisation, etc., pour ensuite, dans les années 2000, c'est ce qu'on a vu typiquement avec la campagne de Jospin, cibler les classes plus jeunes, plus progressistes, qui se semblaient pour eux être un meilleur terreau électoral, notamment parce qu'en fait, le PS était déjà en train de se casser la gueule, et du coup, ils ont réduit leur offre politique pour se reconcentrer, se recentrer. En fait, si vous y réfléchissez un peu comme une entreprise, qu'est-ce que fait une entreprise qui est en crise? Elle va écrémer en supprimant du gras. Et en fait, les ouvriers, c'est le gras qui est passé à la casserole à ce moment-là. Et en plus, le côté les jeunes sont plus progressistes, etc. Si vous allez un petit peu sur TikTok ou juste les jeunes avec Zemmour, vous voyez qu'il y a des jeunes qui peuvent être très puritains, très conservateurs également. Être jeune, ce n'est pas une classe sociale, ça ne veut rien dire en soi. Il y a des tendances, certes, mais quand même. Et du coup, en fait, qu'est-ce qui se passe dans les années 80? C'est que les classes populaires, avec ce que je disais avant, la mondialisation, la fin de l'industrie, ces classes-là, elles vivent un choc d'un point de vue sociologique, imaginaire, etc., qui est assez terrible. C'est-à-dire que pendant 20 ou 30 ans, en fait, elles étaient en phase d'insertion sociale. Elles ont quitté les campagnes lors de l'exode rural, elles ont découvert la modernité, le chauffage central, l'eau courante, ce genre de choses. Et là, en fait, leur monde, il est en train de s'écrouler. C'est-à-dire que la vision qu'ils ont d'eux-mêmes, elle vacille, surtout que ils se posent la question, mais que vont faire mes gosses? Comment est-ce qu'ils vont pouvoir gérer? Et du coup, bah, pas de boulot, pas de diplôme. Du coup, beaucoup, ils se dirigent vers la seule offre politique qui leur donne une forme d'espoir, leur rend une forme d'image positive d'eux-mêmes, et du coup, qui ça sert ça? Ça sert les gens comme Roussel qui sont en mode steak, viande, blablabla, et ça sert l'extrême droite, qui vont les brosser, on va dire, dans un certain sens du poil, pour leur donner une solution toute faite, clé en main, qui est un petit peu toujours la même, qui est c'est la faute aux étrangers, c'est la faute aux arabes, c'est la faute aux noirs, etc., c'est la faute à l'islam, c'est la faute aux juifs. C'est toujours la même rengaine. Et c'est aussi pour ça qu'il y a une forte perméabilité du complotisme et de l'extrême droite, c'est que l'extrême droite, par définition, a un fonctionnement complotiste. C'est-à-dire que, comme ils ont une solution unique à tous les maux, tous les problèmes, quel que soit le problème, quelle que soit la situation, ils vont essayer de le rattacher à ça. Et ça, c'est un peu comme un complotiste qui, bah, typiquement, le grand capital, c'est la faute des juifs, tel truc, c'est la faute des juifs, etc. À la fin, on arrive toujours aux juifs. C'est pour ça que les deux sont main dans la main. Et en fait, rendre une forme de dignité, c'est ce qu'a pu réussir Mélenchon avec les populations des quartiers lors de la campagne, mais qui n'a pas du tout eu effet ou réussi pour la population des petites villes et, on va dire, rurales, ce qui est souvent appelé la France périphérique. Et ça aussi, c'est un peu comme Jeune, plutôt, je vous disais, c'est pas une classe sociale. France périphérique, ce n'est pas une classe sociale. Le rapport à la vie dans la France périphérique, entre guillemets, c'est pas le même selon si vous êtes médecin, le petit bourgeois ou le notable du coin, ou si vous êtes un prolo qui bossait dans une usine qui a fermé. Vous vivez pas du tout la même vie. Donc en fait,
France périphérique, c'est comme classe moyenne, c'est comme jeune, c'est un truc qui sert à casser des inégalités. Et du coup, quand quelqu'un vous dit je viens de la France périphérique, souvent, c'est pas forcément avec des intentions de clarté. C'est plutôt des personnes qui ont soit un capital culturel, soit un capital économique assez important, qui essayent de masquer par là leur origine sociale, parce que ça leur permet, d'une façon bien pratique, de se positionner dans la marginalité, alors qu'en fait, ils sont les dominants dans leur secteur. Et notamment, il y a une opposition entre les quartiers où sont la plupart des personnes noires et arabes suite à la colonisation, etc., qu'on a parquées là, et les petites villes et les zones rurales. Ces deux populations sont opposées, alors que les deux vivent un même rapport centre-périphérie entre les grandes villes et leurs espaces de vie. Les banlieues sont à la périphérie des grandes villes, souvent vont donner tous les petits emplois manuels, les jobs de type caissière, le type ménage, etc. Et à la campagne, c'est un peu pareil, c'est-à-dire que eux, ils vont fournir aux grandes villes la main-d'œuvre agricole, la main-d'œuvre d'usine, etc., etc. Et donc en fait, au final, le rapport des quartiers et le rapport des zones rurales aux grandes villes, au centre, c'est un rapport de marge. Il y a beaucoup plus qui les unissent là-dessus que de choses qui ne les en séparent. Parce que dans les deux cas, ce sont des classes sociales assez basses, avec une difficulté pour trouver du travail, une difficulté pour accéder à ce qu'on appelle... vous savez, quand vous louez un appart, en bas, c'est marqué toute commodité, pas très loin, etc. Mais c'est quoi les commodités? C'est pour acheter à manger, c'est pour aller au médecin, c'est avoir une école à côté, etc. Dans la ruralité, c'est dur d'avoir accès à un médecin. Il faut faire des kilomètres en voiture pour avoir accès à une grande surface, et souvent les écoles sont relativement dispersées, il n'y en a plus dans beaucoup de villages, etc. Il y a un délitement qui se produit, mais c'est pareil dans les quartiers populaires. Souvent, ça peut être compliqué d'avoir accès à un supermarché, même si c'est sûrement plus simple que dans une zone rurale. Les écoles, elles sont souvent pas ouf, parce qu'elles sont sous-dotées, comme beaucoup d'écoles. Avoir un médecin, désolé, mais dans les quartiers, dans beaucoup de quartiers, ça peut être relativement compliqué également de trouver un bon médecin. En fait, la nature des problèmes sont les mêmes. Pas forcément en termes d'échelle ou en termes d'intensité pour tous les problèmes, mais en termes de nature, les problèmes sont de même. Et en fait, là, Ruffin, ce qu'il dit, c'est qu'il met en garde sur le fait d'abandonner une population, parce que lorsqu'une population est abandonnée par un discours, elle va aller se réfugier vers le discours qui lui parle, quel qu'il soit. Donc même cause, même conséquence. Et où est-ce que je veux en venir avec ça? C'est que là, on a parlé des classes pauvres, populaires, etc. Mais je pense que, en fait, avec l'écologie, il faut repenser ce qu'on appelle le travail. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le travail il est pensé dans un cadre capitaliste. Donc je vais repasser une vidéo d'Usul pour reposer un peu le cadre de réflexion qui va derrière ça. Nous a façonné intellectuellement à penser selon ses propres termes uniquement. Nous allons prendre un exemple concret. Michel. Michel tond la pelouse devant chez lui. Procédons en marxiste, cette activité n'a aucun sens en elle-même, elle n'aura de sens socialement qu'une fois située dans les rapports de production. C'est cette position dans les rapports de production qui va faire qu'on va plaquer sur la même activité un regard socialement construit complètement différent. Michel est-il en train de travailler? Et en fait, on peut faire la même chose pour remettre ça dans un cadre écologique. Donc là, il le fait entre le capitalisme et ce que l'action est, et vous allez voir la suite. Dans le cas de figure, Michel tond devant chez lui parce qu'il aime bien que ce soit bien tondu. Personne ne le paye, il ne dégage aucune valeur économique, la valeur de son activité n'est donc qu'une valeur d'usage, elle ne sera pas comptabilisée dans le PIB du pays. En bref, on s'en fout, on pourrait presque dire que puisqu'il fait ça sur ses heures de congé, Michel, là, ne travaille pas. Si ça se trouve, c'est peut-être même un chômeur, on sait pas. Second cas de figure, Michel est employé de Gaston Paysage, une entreprise que paye la mairie pour tondre devant les maisons de cette rue. Michel va être payé, son activité est donc lucrative et sera comptabilisée dans le PIB. Cette activité va mettre en valeur le capital de Gaston Paysage puisqu'elle va lui permettre de faire du profit. Michel contribue donc à la croissance, il travaille pour de vrai, tout va bien. Et en fait, moi je vais vous donner un autre exemple. Je ramasse une canette dans la rue et je la mets à la poubelle. Si je ne suis pas payé pour ça, ce n'est pas du travail. Si je travaille en tant que, vous savez, les personnes dans la rue qui vont ramasser les déchets, etc., la voirie, tout ça, là, c'est considéré comme du travail. Et du coup, est-ce qu'on ne peut pas imaginer, dans une société, on va dire, écologique, qui a une pensée écologique, que faire quelque chose d'écologique, c'est du travail, et faire autre chose, par exemple, aujourd'hui, qui est considéré comme du travail, mais qui au final ne fait que polluer, typiquement tout ce qui est publicité,
tout ce qui est le travail de la finance, tout ce qui est, en fait, tous ces métiers entre guillemets inutiles à la vie et à la reproduction de la vie humaine, de ses loisirs et pour prendre soin des gens. On n'a pas besoin de finance, c'est une construction, ça ne produit rien. Ces trucs-là, le jour où ils disparaissent et en fait on recrée de nouvelles normes sociales, il faut bien garder en tête que comme ce sont non seulement les bourgeois, les classes capitalistes qui sont là-dedans et du coup qui tiennent l'outil de production et qui de base vont déjà peser de tout leur poids pour que ça ne bouge pas, ces gens-là, et ça peut même être des classes un peu plus aisées, des CSP+, etc., qui sont pas dominants d'un point de vue macroéconomique, mais par exemple, imaginez vous avez un petit emploi dans une banque, ça fait 25 ans, 20-30 ans que vous travaillez dans une banque d'investissement, une banque d'investissement donc qui bosse dans la finance, et là on vous dit, bah, la banque elle ferme, t'as plus rien comme taf, donc c'est des centaines de milliers de personnes qui se retrouvent au chômage et qui n'ont plus de perspective d'avenir, etc. Est-ce que vous pensez pas qu'il va se passer la même chose que ce qui s'est passé pour les petits ouvriers dans les années 80 ? Est-ce que vous ne pensez pas qu'ils ne risquent pas de se raidir, d'aller voir vers l'extrême droite qui va nier le changement climatique, qui va nier la fin de leur utilité et qui va leur donner une forme de dignité, justement, dans leur travail, dans leur façon de se concevoir elle-même. Et moi, c'est justement ça, l'angle de réflexion que j'avais sur la chose, c'est avec la société écologique, on va devoir, si on veut le faire de façon, on va dire, à pouvoir survivre dans de bonnes conditions, on va vraiment devoir raser beaucoup de choses. Ça va être violent, socialement. Et du coup, il faut penser et anticiper ce que la casse sociale va faire, et c'est pour ça que toute action écologique d'ampleur ne peut pas se faire sans penser au travail, ce que fait le travail et ce que doit être le travail, ni sans assurer les moyens de vie et de subsistance à toutes les personnes qui vont perdre leur emploi, parce que cet emploi n'a pas de sens dans une société où on doit faire attention à l'écologie. Et donc ça, c'est des choses auxquelles il faut vraiment réfléchir, parce que vous ne pouvez pas convaincre quelqu'un du bien fondé de l'écologie si elle a tout à y perdre. Du coup, c'était ma réflexion, c'est tout pour moi, je vous conseille vraiment l'interview de Ruffin dont je vais passer un petit extrait. Il nous manque un bout, et il nous manque en fait un très gros bout. Moi, dans mon idée, depuis 15 ans, je le répète, il nous faut un nouveau bloc historique qui associe les classes intermédiaires avec les classes populaires et qui, à l'intérieur des classes populaires, mettent ensemble les quartiers et les campagnes. Si jamais il y a un bout qui manque là-dedans, on ne sera pas majoritaire. Donc pour moi, faire mieux, c'est faire mieux là-dedans. Voilà, donc la chaîne de Ruffin, François Ruffin, vraiment, je vous conseille. C'est vraiment important, je pense, de comprendre ce qu'il veut dire, parce qu'on entend beaucoup de choses, et c'est très très mal expliqué. C'est tout pour moi. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, partager, etc., vous abonner, la cloche, tout ça, tralala. En vous disant à une prochaine. Ciao.